RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le Rassemblement organise des tables rondes citoyennes et vous en parlez avec votre invité qui est Thierry Santa ce matin. Le président du Rassemblement, bonjour Thierry Santa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va se livrer à un petit tour de l'actualité politique en commençant évidemment par ces tables rondes citoyennes que le Rassemblement a lancées il y a une semaine avec un peu de retard en raison des intempéries. Il y en a déjà eu 3 qui se sont déroulées, dont la dernière à Aquawa ce week-end. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe vraiment très 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 bien. Comme vous le dites, 3 tables rondes se sont déjà réunies. La première sur la santé, qu'elle soit physique, mentale. La seconde sur la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde, s'est tenue mercredi dernier. Et enfin la dernière samedi à Kawa sur la place de la coutume dans la société calédonienne et dans les institutions futures calédoniennes. On a encore 4 autres tables rondes qui sont prévues. La prochaine, samedi prochain à Dimbéa, sur l'identité calédonienne, qui va être, j'en suis sûr, très intéressante aussi. Suivi ensuite le samedi d'après par l'économie, pour continuer le samedi suivant avec l'enseignement et pour finir par tout ce qui est environnement, agriculture, qui aurait dû être la première, mais qui a été reportée, comme vous l'avez dit, du fait du cyclone Dovi que nous avons subi ces derniers jours. Alors vous avez souhaité que ces tables rondes soient ouvertes. Ce n'est pas un rendez-vous politique en tant que tel, c'est un espace de débat pour que les Calédoniens fassent part de leurs réflexions sur tous ces sujets. Qui vient participer à ces réunions ? Alors c'est vrai, vous avez raison, ça fait déjà plusieurs mois que j'évoque cette nécessité de consulter la société calédonienne pour réfléchir ensemble sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, nous sommes dans une période transitoire aujourd'hui, après ces 3 référendums, où on doit commencer à réfléchir à la suite, à l'après-accord de Nouméa, pour le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été une volonté de ma part affirmée déjà depuis de nombreux mois. À l'origine, j'aurais souhaité que ce soit l'État qui organise ces tables rondes citoyennes pour garantir la neutralité de la démarche, parce qu'il s'agit bien d'une démarche totalement neutre. Elle est ouverte à tous, quelles que soient les sensibilités politiques des uns ou des autres, de manière à faire participer cette société calédonienne qui a, j'en suis convaincu, un seul et unique objectif en tête, c'est améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Et donc n'est pas biaisé, comme nous pouvons l'être, nous, hélas, les responsables politiques, par des postures, par des dogmes, par des idéologies. C'est pas le cas. Là, c'est simplement la recherche pragmatique de solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les Calédoniens. Et c'est bien tout l'intérêt de cette démarche, de manière à ce que, à chaque fois, je le dis, à chaque entame de ces tables rondes, je demande à chacun d'être imaginatif et le plus libre possible dans sa pensée et dans ses paroles, de manière à vraiment essayer de tirer de la société civile la quintessence de ces solutions qui ensuite pourront nous inspirer, nous, les responsables politiques, dans la construction institutionnelle future de la Nouvelle-Calédonie. Alors est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous sentez que les participants qui viennent sont très libres dans la manière de s'exprimer ? Est-ce qu'il y a déjà des idées qui ressortent, ou en tout cas des orientations qui vous ont surpris ou en tout cas intéressé ? Alors c'est clairement le cas. Si je prends l'exemple de la table ronde de ce week-end sur la place donc, de la coutume, elle a été, j'ai passé un moment extraordinaire. Pour des non-mélanésiens comme moi, on a touché du doigt, je dis bien touché du doigt, ce qui était véritablement la coutume, avec les façons de la vivre différentes finalement sur le territoire, en fonction de l'ère correspondante. Il y a des façons de pratiquer la coutume différentes, mais il y a surtout des façons de la vivre différentes. Et derrière, la vraie question qui s'est posée, c'était finalement le rapport de la coutume avec les autres, justement. Au-delà déjà de la manière de la pratiquer au sein même du monde mélanésien, au-delà, donc, c'était d'envisager la manière de la pratiquer aussi à l'extérieur. Et surtout, comment elle a pu évoluer déjà dans le temps. Et il y a eu une évolution extraordinaire de la coutume au moment de l'introduction de la religion ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça a été discuté pendant plusieurs heures, samedi. Et donc, le principe étant que la coutume n'est pas figée, finalement, et elle peut évoluer dès lors qu'il y a une volonté de partage qui s'exprime. Et un partage, vous savez, c'est à la fois vouloir donner, mais aussi recevoir. Et dès qu'on est dans cette logique-là et que les choses se font, on a forcément, quand on intègre quelque chose de nouveau en soi, c'est une forme de remise en cause de soi-même, et ça permet d'évoluer finalement positivement, j'espère en tout cas, pour que chacun finalement comprenne mieux d'où il vient et comment il peut du coup se partager avec les autres communautés calédoniennes
pour construire cette unité ou cette identité. On parle beaucoup d'identité calédonienne, on va en parler beaucoup samedi prochain dans notre future table ronde citoyenne. Mais c'est un peu ça dont on parle finalement quand on discute sur ces sujets. Thierry Santa, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce travail qui va se poursuivre donc jusqu'à la fin mars? Ça va faire une somme assez conséquente de propositions ou de réflexions. Elles vont être compilées, elles vont être partagées avec l'ensemble des Calédoniens. Est-ce que ça pourrait même aller jusqu'à servir de base de programme pour les législatives, par exemple? Alors, c'est évident, comme je l'ai dit, mon objectif était vraiment de mettre en œuvre une démarche totalement neutre et l'objectif étant effectivement de la partager ensuite. Donc une synthèse de toutes ces tables rondes va être réalisée. On n'aura pas forcément de réponse claire à toutes les questions qu'on s'est posées à chaque fois qu'on a ouvert une table ronde sur un sujet ou un autre, mais je suis sûr qu'il y aura malgré tout de la matière, de la réflexion qui pourra être donc compilée, synthétisée et diffusée au public calédonien. C'est l'engagement que nous avons pris et c'est de cette façon-là que les choses vont se passer. Derrière, l'objectif est effectivement de réfléchir, je le disais, à cette société calédonienne de demain. Et que ces échanges, nous, ensuite, s'inspirent, nous, les politiques, dans nos propres réflexions politiques, institutionnelles de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je sais que le sujet de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sera forcément débattu à l'occasion des campagnes législatives à venir. Et la logique voudrait que chacun s'inspire de ces réflexions dans ce débat. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les négociations, parce que je parle bien de négociations qui vont se tenir après ces élections nationales, avec tous les partenaires, qu'ils soient indépendantistes, non indépendantistes, et bien sûr l'État, le nouvel État qui va sortir de ces élections nationales, pour envisager donc le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. On est, vous l'avez dit, dans une période un peu d'attente par rapport aux échéances nationales, par rapport aux discussions à venir. Vous pensez qu'elles pourront s'enclencher très rapidement une fois que les législatives seront passées et que le nouveau gouvernement métropolitain sera mis en place? Alors ça dépend des différents candidats à l'élection déjà présidentielle. Certains se sont déjà exprimés sur le sujet. Je pense à Valérie Pécresse, comme vous le savez, le Rassemblement défend la candidature de Valérie Pécresse, qui a clairement annoncé qu'effectivement, tout de suite après son élection et l'élection du nouveau gouvernement national, elle avait l'intention d'entamer des discussions sur les 6 mois qui vont suivre, très rapidement, dès le mois de juillet, pour aller le plus vite possible dans ce travail et pouvoir envisager dès le début de l'année 2023 donc un projet à soumettre aux Calédoniens de manière à aller le plus vite possible et sortir du reste d'incertitude aujourd'hui qui pèse sur les Calédoniens, même si le cadre de ces discussions, tout le monde le connaît. C'est une Calédonie dans la France, c'est le résultat des 3 référendums pour lesquels nous avons tous voté, et qui permet aujourd'hui de définir un cadre clair d'une Calédonie française. Malgré tout, on sent qu'il y a encore un peu d'incertitude dans la population calédonienne sur la manière dont les choses vont se passer demain, dont les choses vont s'organiser demain, dont les compétences vont être réparties entre les différentes institutions calédoniennes, la manière dont l'évolution fiscale aussi, c'est un sujet, peut-être on pourra en parler si vous voulez, qui est important, puisque c'est aussi un sujet d'incertitude pour le monde économique calédonien. Donc voilà, il faut qu'on aille le plus vite possible pour sortir de ces incertitudes et faire en sorte que le système finalement économique calédonien, entre autres, mais le système social calédonien se remette en ordre de marche, et en ordre de marche positive ou ascensionnelle, dans le cadre d'une spirale ascensionnelle plutôt que une spirale, un cercle vicieux. Thierry Santa, on est à 1 mois et demi maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. La campagne est rude en métropole. Valérie Pécresse est parfois un peu bousculée. Ça ne change pas vos convictions? Absolument pas. Je trouve qu'elle est au contraire très claire dans ses prises de position. Elle fait des propositions très concrètes. On les évoque encore ce week-end. Donc j'ai participé à la table ronde samedi, mais vendredi j'étais à Ponériouin pour participer donc à une réunion de promotion de la candidature de Valérie Pécresse. Et on a expliqué justement les mesures concrètes qu'elle propose pour la France, bien sûr, mais aussi surtout pour la Nouvelle-Calédonie, qui auront un impact pour nous les Calédoniens. Je pense à sa volonté d'améliorer le système judiciaire français en augmentant de manière très significative, plus de 50% d'augmentation des magistrats pour réduire au maximum les durées d'études des dossiers des victimes.
la manière dont elle envisage aussi l'enseignement, la fin du collège unique, qui est visiblement une aberration et qui aboutit à beaucoup d'échecs auprès de nos jeunes. Ça aussi, ça aura un impact ici en Nouvelle-Calédonie, puisque vous le savez, hein, on met en œuvre le système national. L'idée d'envisager une base navale nationale et internationale ici en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'axe Indo-Pacifique, dans le contexte mondial actuel, on en parlera si vous voulez, avec le problème de l'Ukraine, enfin la guerre en Ukraine, c'est quelque chose de fondamental à mes yeux, hein, le lien avec la France et l'Europe se faisant. Nous sommes les seuls représentants de l'Europe ici, hein, dans le Pacifique, les territoires français du Pacifique. Donc toutes ces propositions concrètes me paraissent pertinentes et effectivement, j'espère qu'elle arrivera à convaincre la majorité des Français pour arriver d'abord au deuxième tour et ensuite devenir président de la République. Alors parlons, si vous voulez bien, parce que vous l'avez évoqué, du conflit russo-ukrainien, qui est loin vu d'ici, mais dont on sent qu'il pourrait avoir des conséquences notamment économiques. Il y a aujourd'hui une vraie inquiétude autour de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Ben, on les voit déjà, les conséquences. Vous les avez annoncées, par exemple, pas plus tard que ce matin vous-même. Sur les vols. Conséquences sur les vols. Aujourd'hui, les vols vers la métropole sont suspendus puisque la partie métropole Japon passe par l'espace aérien russe. Et donc, Air France a annoncé sa volonté de trouver un autre chemin pour passer. Et donc, forcément, ça va prendre un peu de temps. Une autre conséquence évidente, et elle commence déjà, c'est la flambée des cours des matières premières et en particulier des énergies fossiles, que ce soit l'essence, le gasoil, le charbon, toutes ces énergies fossiles que nous utilisons ici en Nouvelle-Calédonie et donc qui vont augmenter dans les jours qui viennent. Mais il y en a une autre, moi, qui me paraît peut-être plus préoccupante, c'est le fait que cette guerre en Ukraine peut être finalement quelque chose qui pourrait avoir des conséquences ici aussi dans le Pacifique. Quand je vous dis ça, je pense à la situation entre la Chine et Taïwan. Ça fait déjà très longtemps que la Chine considère que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et souhaite sa réannexion au territoire chinois. Alors il faut juste savoir, et ça c'est la table ronde de mercredi dernier sur la place de la Calédonie dans le monde, où on a appris aussi plein de choses, et entre autres que Taïwan aujourd'hui est le producteur de 50% des composants électroniques dans le monde, le reste étant en Chine et en Corée. Mais si la Chine réannexe Taïwan, la Chine deviendra prédominante dans le monde pour la production de ces composants électroniques. Et les composants électroniques, on les utilise tous les jours, tous autant que nous sommes. Donc ça peut avoir un impact aussi significatif sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt inquiétant. Ce qu'il faut, je crois, c'est d'abord condamner la démarche militaire de Vladimir Poutine. Rien ne peut être résolu par la guerre, moi j'en ai l'intime conviction. Et il faut privilégier, bien sûr, le dialogue, la négociation. Alors, je suis content d'apprendre qu'il y a des négociations qui sont prévues à la frontière biélorusse. Tant mieux, mais je pense que l'Europe doit jouer un rôle significatif dans ces négociations. Je n'ai pas le sentiment que jusqu'à maintenant, le président Macron, qui est aujourd'hui président également de l'Europe, hein, vous le savez, ait été très efficace en la matière. C'est peut-être un peu facile ce que je dis, mais c'est une réalité, c'est un constat que je fais. Alors que, clairement, l'Europe doit jouer un rôle significatif dans ces négociations à venir. Et je parle bien de l'Europe. Et justement, est-ce que ce conflit russo-ukrainien pèse aujourd'hui sur la présidentielle ? Est-ce que vous sentez que ça peut changer la nature aussi de la campagne présidentielle ? Je ne sais pas si ça changera la nature de la campagne présidentielle. Il y a des positions qui sont prises par les uns et les autres. On a quand même, malgré tout, une condamnation unanime de tous sur le caractère militaire de la démarche, encore une fois, de la Russie. Après, il faut, je crois, dans une négociation, il faut prendre en considération les intérêts de chacune des parties. Et c'est peut-être ce que nous n'avons pas suffisamment fait jusqu'à maintenant. Et il faut, je crois, que les instances internationales aujourd'hui qui régissent le monde, il va peut-être falloir réfléchir à une évolution de ces instances internationales pour prendre en considération la réalité de l'échiquier mondial actuel.
Thierry Santa, un mot maintenant, mais sous votre autre casquette, celle de membre du gouvernement. Il y a eu une commission permanente importante la semaine dernière qui a voté notamment la levée de l'obligation vaccinale, mais il y a un certain nombre de textes aussi que vous portiez qui ont été adoptés, notamment le chômage partiel prolongé pour les entreprises qui sont dans des secteurs en difficulté. Ce sont des décisions qui sont passées un petit peu inaperçues parce que l'obligation vaccinale avait accaparé les esprits, mais c'est des décisions importantes qui ont été prises. Oui, je vous remercie de me poser la question parce qu'effectivement, elles sont même complètement passées à l'as. Tout le monde s'est concentré, focalisé sur l'abrogation de l'obligation vaccinale, abrogation que j'ai soutenue et sur laquelle, au niveau du gouvernement collégial, j'ai été un des principaux promoteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en stand-by les textes qui avaient été à un moment donné évoqués, envisagés de suspension de contrat. Parce que j'espérais fortement que le Congrès allait prendre cette décision d'abrogation de l'obligation vaccinale qui, pour moi, était Ce qui n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Ça a été à la deuxième étape, parce que la première, rappelez-vous, le choix avait été inverse. Mais l'évolution aujourd'hui sanitaire est suffisamment claire pour que des dispositions d'assouplissement soient prises et qu'on sorte un peu de ce système d'obligation, enfin pas un peu, qu'on sorte complètement de ce système d'obligation qui pénalise aujourd'hui les Calédoniens en général, les entreprises calédoniennes en particulier. Et donc je suis très, très satisfait que cette obligation ait été supprimée. Je suis satisfait que le gouvernement, avec l'État, ait envisagé l'assouplissement également des mesures, que ce soit pour les personnes, les services à la personne, que ce soit pour les transports. J'aurais souhaité qu'on aille même un peu plus loin en levant également les jauges qui aujourd'hui sont appliquées dans tous les protocoles sanitaires. Ça n'a pas été le choix pour l'instant de la direction opérationnelle, mais je suis sûr que ça sera le cas bientôt. Puisqu'on voit, je vous le répète, l'évolution sanitaire qui est plutôt favorable. J'ai vu les derniers chiffres donc, qui datent d'hier, où on a maintenant 8 personnes en réanimation, mais plus que 35 hospitalisées. On a surtout un taux d'incidence qui est passé en dessous de la barre des 2000. On était monté à plus de 4000 quand même, il y a un peu plus d'une semaine. Donc on est vraiment dans une phase descendante finalement de l'épidémie ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis quand tout le monde sait que le Omicron a un impact viral moins grave finalement que les variants précédents. Donc tout ça nous incite à aller dans un sens d'une levée progressive de toutes ces contraintes et d'un retour progressif vers une vie normale. Malgré Ceci étant dit, voilà, l'économie. Je vais quand même parler de mes textes, merci. Le premier d'entre eux étant une prolongation de 2 mois du dispositif du chômage partiel au bénéfice des entreprises durablement impactées par la crise sanitaire, parce qu'hélas, on a encore des entreprises, et bien sûr je pense à toutes les entreprises de transport, qu'elles soient aériens ou terrestres, les agences de voyage, enfin toutes ces structures qui vivaient précédemment sur le tourisme principalement. Toutes ces entreprises continuent à être impactées par la crise sanitaire. Et donc, on a décidé de prolonger de 2 mois le dispositif du chômage partiel à leur bénéfice, tout en ayant en tête l'éventualité d'aller encore plus loin. Mais tout ça, ça dépendra du budget qui va être voté par la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est le premier texte qui est passé à l'unanimité à la commission permanente au Congrès la semaine dernière, vendredi dernier. Et le deuxième texte, je tiens à en parler aussi, qui me concerne mon secteur, et le fait qu'on ait mis en place un dispositif qui permette maintenant de rétablir l'équilibre du régime du chômage, et là du chômage classique, je vais l'appeler comme ça, qui était déficitaire depuis plus d'1 an, depuis novembre de l'année dernière. Le chômage partiel classique n'était plus versé, sachant que les caisses étaient vides. Et donc là, on a mis en place les moyens, les mesures pour rétablir cet équilibre budgétaire. Tout cela en accord, bien sûr, avec les partenaires sociaux à l'unanimité qui soutenaient ce texte et qui a donc été adopté à l'unanimité également par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Un dernier mot, Thierry Santa, vous avez évoqué la préparation du budget. On sait qu'il y a eu des passes d'âme autour de la fiscalité. Aujourd'hui, vous travaillez comment au gouvernement? Les choses se passent bien comme vous le souhaitez? Si je suis très honnête avec nos auditeurs, j'ai vraiment le sentiment qu'on a une vraie difficulté actuellement au sein du gouvernement de collégialité. Pourtant, c'était un terme qui était beaucoup utilisé par ce 17e gouvernement, mais qui, j'ai l'impression, devient un peu galvaudé. Parce que dans la réalité, si on parle par exemple du texte de la délibération sur la réforme fiscale, très honnêtement, on n'y a pas du tout participé. Alors, Gilbert Thuénon, qui en est à l'origine, explique à la Calédonie que ce sont les mesures que nous avions envisagées au moment du 16e gouvernement. Ce n'est pas totalement vrai. Et une partie d'entre elles avait été effectivement envisagée dans le plan que nous avions, nous, adopté à l'occasion du débat d'orientation budgétaire
2021, adopté à l'unanimité, je le rappelle, de tous les membres du gouvernement, du 16e gouvernement, avant qu'il chute donc, était prévu un plan complet, à la fois de ressources nouvelles, de recettes nouvelles, bien sûr, pour les urgences, en particulier le RUAM, mais également un plan de relance économique et surtout un plan d'économie dans nos institutions calédoniennes. Et là, on n'a que la partie recette et pas le reste. Et c'est bien dommage. Et en plus, la partie recette qui va bien au-delà des urgences du moment. Et je suis convaincu que ce n'est pas la meilleure solution. Bien au contraire, ça va nous faire rentrer dans ce fameux cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure et qui va avoir des incidences, au contraire, néfastes sur le système calédonien. Et enfin, sur le débat d'orientation budgétaire, pareil, qui a été adopté, enfin qui a été acté, parce que ce n'est pas une adoption, c'est le Congrès prend acte du débat d'orientation budgétaire. Là aussi, nous avions demandé une semaine supplémentaire de travail avant de l'adopter au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et ça n'a pas été le cas. Ils ont décidé de le voter à la majorité au gouvernement et de le déposer sur le bureau du Congrès, et sans qu'il y ait eu cette concertation dont nous avions besoin. Et enfin, pour finir, pour donner encore un exemple, sur le budget qui devait déjà être voté, il n'a toujours pas été voté. Au gouvernement, mais on n'a même pas eu encore de collégialité en la matière. Donc je ne sais pas ce que la majorité gouvernementale actuelle souhaite faire, mais le fait est qu'au moment où je vous parle, on n'a pas eu de collégialité sur le budget primitif 2022 de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santa, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci de l'invitation.